Salut à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Si c'est pas le cas, on croise les doigts pour que notre émission sache vous égayer. Aujourd'hui, une émission qui a pour sujet l'Étoile filante, un festival de cinéma d'animation Pessaquet qui prend place au Jean Eustache. Vous vous demandez qui est Jean Eustache? Alors nos chers intervieweurs vont tenter de répondre. Clémence Phébus, est-ce que vous savez vous? Vas-y Clémence. C'est peut-être un acteur ou réalisateur. Oui, un réalisateur. Alors vous serez heureux d'apprendre qu'il est né à Pessac en 1938 et mort à Paris en 1981. Ils n'ont pas répondu, mais ils sont tout de même là, Nicolas Grusca et Margot Labastie à la technique. Waouh, on se fait appeler par nos noms de famille et mais tout. carrément, c'est très sérieux. Alors que Clémence et Phébus, c'est juste Clémence et Phébus. Hein, c'est ça, parce que nous on est des adultes. C'est ça, on protège l'anonymat. Vous êtes des vieilles personnes. On est des ancêtres. Merci Phébus. Allez, quoi de plus égayant qu'un peu de culture? Pour vous satisfaire, nous interrogerons aujourd'hui même Trevor Hardy, Matt Grorud et le groupe Yoshiwara. Les deux premiers intéressés sont respectivement réalisateurs de Mango et de Wardy. Enfin, Yoshiwara, eux, nous parleront de ciné-concert. Mais ce n'est pas tout, vous profiterez également des intervenants du festival Boris Barbieri et François Aimé, Laurent Roussery qui est pédagogue en méditation et enfin Fahima El Yousfi et son ami Tissem, coach de football féminin et licencié du club. Et si le programme vous paraissait un peu en manque de ciné concret, Phébus et Clémence vous ont préparé de quoi faire. Alors Nicolas, dis-nous, qu'est-ce qu'on a au programme d'Étoiles filantes? Et c'est vrai qu'on a à la fois des projections, on a des animations au programme, on a également pas mal d'ateliers. Alors si je prends par exemple la journée d'aujourd'hui, on a une projection de Billy Elliot là, qui est en train de se faire en ce moment même. Après on a une projection de Pas facile d'être un athlète. Ça sera suivi de Wardy, on va en parler, Wardy en long, en large, en travers il me semble tout à l'heure. Dans les bois ça sera à 16h15, les ritournelles de la chouette, le cochon, le renard et le moulin, ça c'est un petit film de 50 minutes qui a l'air très sympa. Et sportif par amour, puisqu'on l'a compris, la thématique des étoiles filantes de cette année c'est vive le sport, donc plein de films et plein d'animations en lien avec le sport. Hier, on a eu un François Aimé qui a parlé de Charlie Chaplin. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Et puis, donc, énormément de projections. Vous avez vraiment un programme assez riche. Pour la journée de mercredi, on aura à 10h la grande course au fromage, suivie d'une animation, un vélo puzzle et tu récupères, je dis puzzle, hein, je sais qu'il y en a qui disent puzzle. J'ai jamais su comment dire. Donc je sais pas en quoi ça consiste, mais ça a l'air sympa. Sur le ring, donc ça c'est encore Charlie Chaplin, Lou Tendre et Lou Fock, ça sera suivi d'une rencontre avec Arnaud Demuynck. On a essayé de l'avoir, Arnaud Demuynck, malheureusement il n'était pas disponible pour l'émission, mais il intervient beaucoup au cours de ces toiles filantes. C'est lui qui a fait Wardy d'ailleurs il me semble. Et puis jeudi, Graines de champion, Sportif par amour, La petite fabrique, Karate Kid, Sur le ring, Rasta Rocket, Wardy. Billy Elliot, ça sera pour vendredi. Billy Elliot, vous savez, hein, ce petit garçon qui veut devenir danseur, je crois, envers et contre tous. Qu'est-ce qu'on a? La grande course au fromage, Mango, Sportif par amour, voilà, c'est un peu les grands films qu'il y a. On a le Ballon d'Or avec une démonstration, ça sera suivi d'une démonstration par Johan Paul. Et puis on a un atelier Capla aussi à 10h40 après la grande course au fromage. Donc si vous voulez faire un concours de celui qui a la tour la plus haute en Capla. Si Phébus, tu veux te faire maquiller à 10h45 à l'issue de la projection, tu auras une séance maquillage après Lou Tendre. Puis après, des rencontres, des démonstrations, une clôture. Ça dure jusqu'au dimanche 3 mars. Donc vraiment un vrai festival autour du cinéma et de pas mal d'animations. Merci Nicolas. Donc on accueille tout de suite Boris Barbieri et François Aimé. Et nous nous retrouvons avec François Aimé et Boris Barbieri. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au Jean Eustache. C'est un festival d'art et essai. C'est quoi la différence avec les autres cinémas? Bonjour et merci de nous inviter. Donc effectivement, le cinéma Jean Eustache fait partie des cinémas qui ont une programmation majoritairement art et essai, donc des films d'auteur, des films où la démarche artistique est prépondérante, voilà, par rapport à des cinémas dont la programmation est plus commerciale, plus grand public. C'est une dénomination qui existait suite à André Malraux, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être les difficultés que peuvent rencontrer ces cinémas vis-à-vis de la clientèle, peut-être? En deux mots, si vous voulez,
Les films recommandés à RSA sont des films effectivement qui sont moins grand public, donc il y a un potentiel moins évident. Cela dit, les cinémas RSA, quand ils font un travail d'accompagnement, de fidélisation du public, peuvent eux aussi rencontrer des jolis succès, même si c'est pas forcément facile. Et parmi les difficultés qu'ont ces cinémas, il y a le fait que souvent ce sont des cinémas indépendants, donc économiquement ils n'ont pas une infrastructure importante que peuvent avoir les réseaux de cette salle de cinéma comme UGC, Gaumont, CGR, qui, comme ils travaillent sur un nombre de salles très important, ont une économie en termes d'échelle qui est plus facile à faire fonctionner. Dans le contexte actuel, c'est pas le cas du Jean Eustache, mais c'est le cas de certains cinémas. Il y a des difficultés quelquefois pour avoir les films d'auteurs qui sont des succès. Je peux prendre un exemple, le film Green Book qui vient juste d'avoir l'Oscar de meilleur film. Eh bien, ce film a été refusé à beaucoup de cinémas à essai, alors que c'est un film justement d'auteur. François Aimé, c'est facile de promouvoir la culture grâce au cinéma, comme vous le faites d'ailleurs, notamment avec la petite Unipop ou encore le Festival international du film d'histoire, de passer par le cinéma pour transmettre la culture? Je vais faire une réponse de Normand, oui et non, c'est-à-dire que le cinéma c'est beaucoup plus facile que le théâtre, que la danse, que la poésie, que l'opéra, voilà, c'est ça, la sortie cinéma, malgré tout, c'est la première sortie culturelle des Français. Alors après, à l'intérieur des sorties cinéma, c'est vrai que aujourd'hui, on est dans une époque où le public a des offres à domicile en particulier qui sont pléthoriques. Vous pouvez rester chez vous et voir un nombre de films, on pourrait presque penser illimité, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais quand même un nombre de films très variés, à des coûts qui ont beaucoup baissé. Donc effectivement, aujourd'hui, une des difficultés, c'est de donner envie aux gens de sortir de chez eux et de voir des films dont ils n'ont pas forcément entendu parler. Mais on peut le faire, et surtout on le fait en créant une relation de confiance entre une salle, un lieu, et le public. Il y a effectivement aujourd'hui la nécessité pour les salles de cinéma en général de créer des événements, de faire en sorte que la salle soit un lieu vivant, où il y a des débats, où il y a des rencontres avec des réalisateurs, où il y a une ambiance aussi, qui est une ambiance particulière. Et c'est vrai que le festival est le moment privilégié où tout ça peut prendre une dimension très stimulante, ça donne envie d'aller au cinéma et de revenir au cinéma. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un contexte, et notamment par rapport aux enfants, qui est très enthousiasmant, j'ai envie de dire. Voilà. On est cette année aux Étoiles Filantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux particuliers de cette édition ? Alors c'est vrai que l'Étoile Filante, c'est un festival qui cette année fête ses 15 ans. Donc c'est pas rien, mais c'est vrai que ça correspond aussi à l'histoire du Jean Eustache qui a depuis toujours fait un vrai travail en direction du jeune public. Alors la difficulté ou les enjeux, c'est d'arriver à proposer à partir d'un thème, comme celui de cette année, qui est Vive le sport, d'arriver à faire venir des enfants entre 3 et 13 ans. Donc évidemment, vous vous doutez bien que en termes de programmation, il faut arriver à trouver des films qui touchent toutes les tranches d'âge. Et à côté de la programmation qu'on appelle thématique, donc là sur le sport, on a également une compétition de films où on passe 8 films. Et là aussi, on a cette obligation ou cette difficulté à proposer vraiment pour tous les âges. Et on sait très bien à quel point il y a une maturité et des changements qui se font à chaque moment de la vie entre 3 et 13 ans. Alors après aussi évidemment, mais comme là c'est notre public, on va dire le public que l'on cible, donc des fois c'est un peu complexe. Et un des enjeux c'est celui-là. Et l'autre enjeu c'est d'arriver à créer quelque chose qui aille bien au-delà de la simple projection, et que la sortie, alors souvent là pour l'Étoile Filante c'est une sortie en famille, soit un événement. Donc c'est pour ça qu'on crée
des ateliers, plein d'animations, des rencontres, qu'on accueille des invités, que les enfants repartent avec des choses qu'ils ont produites voilà, dans des ateliers, où là, un des enjeux, là encore, qu'on a cette année sur le thème « Vive le sport », c'est de porter des valeurs tels que voilà, le goût de l'effort, le fait d'arriver à se dépasser par la pratique sportive, et aussi d'arriver à casser un peu les codes, dans le sens où le football, c'est pas seulement pour les garçons, et la danse, c'est pas seulement pour les filles. Et quand on y répond, voilà, on a vraiment l'impression qu'on répond à notre mission et aux enjeux de la création d'une manifestation comme l'Étoile filante. Alors vous parlez de casser les codes du football, c'est pour les garçons, de la danse pour les filles. Dans les pubs, c'est souvent ancré dans les consciences. Donc vous en pensez quoi, vous ? La pub, elle repose beaucoup sur des stéréotypes et sur des images qui vont justement ancrer des idées dans le public. Alors le cinéma aussi travaille sur des stéréotypes. Créer des héros, par exemple, ça peut être, voilà, ou représenter des mythes à l'écran, ce sont des stéréotypes. Si ce n'est que peut-être que le cinéma, la fiction, le cinéma d'animation a cette capacité aussi de les inverser, ces stéréotypes. Et après avoir creusé et proposé un peu à toutes époques, mais des héros ou des personnages qui rentraient dans le moule de certaines idées reçues, le cinéma est aussi capable, ces idées-là, de les battre en brèche et de les inverser. Et voilà, c'est ce qu'on voit dans Billy Elliot, c'est ce qu'on voit dans Graines de champion, c'est ce qu'on voit dans pas mal de films qu'on passe. Et on avait à cœur d'aller un peu contre ces idées reçues-là, tout en ayant à l'idée que le cinéma, c'est aussi un créateur et fonctionne aussi beaucoup avec des stéréotypes et des personnages qu'on aime ou des types d'attitudes qu'on aime à retrouver d'un film à l'autre et d'une époque à l'autre. Cette volonté, du coup, d'amener de nouvelles visions, de nouvelles définitions de personnages, on le retrouve dans divers films. On le retrouve aussi dans les personnes que vous avez fait intervenir. Je pense notamment aux membres du SPUC Pessac de foot féminin. Et du coup, ma question, c'est sur le nombre d'intervenants qui viennent durant ce festival, qui sont en norvégien que belge, par exemple. Comment est-ce que vous les choisissez ? Comment ça s'est fait ? Alors pour ce qui est on a toute une partie dans le programme qu'on a appelé les champions d'étoiles filantes, et où là on part toujours, enfin c'est vraiment une des idées de ce festival, de s'appuyer sur la réalité associative de Pessac et des alentours. Donc on part du terrain. Et c'est vrai que là, sur le sport, il y a tellement de pratiques sportives à Pessac, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc là, le lien est tout trouvé. Après, pour d'autres, au fil des années, on repère des films, on repère des réalisateurs. Par exemple, là, on va accueillir à nouveau quelqu'un qui s'appelle Arnaud Demuin, qui est venu déjà l'an dernier et qui présente depuis des années des programmes de courts-métrages pour les tout-petits à partir de 3 ans. Ben voilà, là, c'est quelqu'un qu'on a repéré. Mais par exemple, pour Mats Grorud, le réalisateur norvégien qui sera là notamment pour une séance exceptionnelle demain en début d'après-midi, là, son film qui s'appelle Wardy, on l'a repéré dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival d'Annecy et qui est un festival très important pour le cinéma d'animation. Et lorsque Raphaël Ringade, qui coordonne l'Étoile filante, a découvert ce film, elle a eu l'opportunité qu'on puisse le contacter et le faire venir à l'occasion de la sortie de son film en France. Alors vous disiez tout à l'heure que ça faisait 15 ans que
le festival se déroulait. Est-ce que c'est dur de se renouveler, de trouver de nouveaux thèmes chaque année ? Jusqu'à présent, on a toujours trouvé des pistes qui nous permettaient de nous renouveler. Alors après, on verra dans 5 ans, dans 10 ans. Mais on a toujours des goûts et des sujets qui nous permettent ou qui nous ont permis jusqu'à présent d'aller toujours plus loin et dans des directions d'une année sur l'autre suffisamment variées et qui intéressent le public. Le cinéma est jamais déconnecté de la vie et des préoccupations du monde, et le cinéma pour le jeune public non plus, de toute façon. En termes de budget, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans un festival ? Faire venir des intervenants, des réalisateurs, ou avoir les droits pour la diffusion des films, par exemple ? Alors, j'ai pas tous les chiffres là sous la main, mais si vous voulez, le principe en gros, c'est que la moitié des recettes des entrées sont reversées aux sociétés de distribution ou de production qui nous ont loué les films. Donc l'autre moitié sert à payer le personnel, les dépenses de communication, les invitations des personnalités, sachant que fort heureusement le festival a d'autres sources que les entrées, le festival L'Étoile Filante. Il y a des aides notamment de la ville de Pessac ou de la DRAC, du conseil départemental. Voilà, donc les films quand même coûtent plus cher, pour répondre précisément à votre question, coûtent plus cher que la venue des personnalités, même si c'est pas négligeable, mais il y a un nombre de personnalités qui reste limité par rapport à d'autres manifestations. Voilà. Du coup, je pense notamment aux divers prix du public qui existent. C'est une volonté de montrer aux enfants comment on regarde un film, leur donner un esprit critique ? C'est déjà l'occasion de les laisser s'exprimer. C'est un parmi d'autres moyens d'expression. Il y en a d'autres. Lors des rencontres avec les invités, il y a des échanges qui sont souvent très, très, très spontanés. Derrière ça, il y a toujours l'idée d'éveiller, de transmettre quelque chose, de nouvelles manières de faire du cinéma, ou des manières différentes des supports ou des films auxquels les enfants peuvent avoir accès par ailleurs. Il y a l'idée de choisir, l'idée d'avoir un regard critique, d'aller voir des choses qu'on n'aurait pas vues forcément, de voir des films qui viennent de pays et qui ne sont pas forcément les États-Unis ou la France, mais qui peuvent être des pays du monde entier, de voir des films qui utilisent des techniques qui sont variées, qui sont différentes, ou qui utilisent des esthétiques qui sont différentes. Ça, c'est une ouverture d'esprit. Le Festival L'Étoile Filante, c'est une vraie ouverture artistique, culturelle. À travers ce festival, est-ce que vous allez à contrario de l'idée comme quoi les enfants sont abrutis par les écrans ? En tout cas, abrutis, peut-être le terme est un peu excessif, mais en tout cas qu'il y ait un lien obsessionnel, un peu comme ça, sans arrêt, lié aux écrans. C'est effectivement, ça correspond à une réalité. Il faut quand même, et en particulier chez les garçons, on parlait des filles et des garçons, il y a aussi un rapport aux écrans qui est différent selon les sexes. C'est-à-dire qu'il y a un rapport dans le type de contenus qui sont proposés, que ce soit des séries, que ce soit des jeux vidéo, où ceux qui produisent ces contenus essayent de créer, et non seulement ils essayent, mais ils y arrivent, de créer un rapport addictif, c'est-à-dire un rapport de dépendance. C'est-à-dire qu'on a envie de suivre une série parce qu'on a vu tel épisode, et donc on finit par avoir un lien de dépendance très fort avec cette série, ou avec un jeu vidéo, où on le sait, les enfants n'arrivent pas à s'arrêter à jouer pour faire du sport, justement, ou pour aller au cinéma. Et donc, ce qu'on propose aux Toiles Filantes, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas un rapport addictif, c'est le fait de soi-même d'avoir envie, d'être curieux, d'avoir envie de découvrir des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport de dépendance, c'est un rapport de liberté. Donc ça, c'est totalement l'inverse et c'est un des enjeux, bien sûr. Pour conclure, François Aimé, vous présentez ensuite, vous intervenez après la projection du film de Charlie Chaplin Sur le ring. Il nous semble que c'est le plus ancien du festival. Pourquoi est-ce que pour vous c'était important de le présenter ? En fait, Charlie Chaplin, c'est
un monument du cinéma, c'est un génie du cinéma. Le film qu'on va présenter, il a plus d'un siècle, comme tous les courts-métrages quasiment de Charlie Chaplin. Et c'est bien de revenir à l'histoire, ça fait partie du patrimoine, et d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un comme lui a traversé le siècle, justement. Il y a énormément de films qui tombent dans l'oubli. C'est comme pour la littérature, comme pour la musique, hein, c'est pas spécifique au cinéma. Et puis, il y a certains cinéastes, certains acteurs qui arrivent à passer non seulement les décennies, mais les siècles, parce qu'ils ont une thématique, une façon de mettre en scène, une façon de raconter, qui sont universelles. D'ailleurs, c'est aussi un point important. Chaplin, il touchait les Américains, les Français, les Japonais, les Chinois, enfin les Africains, dans le monde entier. Et encore aujourd'hui, c'est un personnage que les enfants connaissent. Alors ils connaissent le personnage, ils connaissent pas forcément les films, et un des enjeux, justement, c'est d'aller au-delà du personnage et de voir les films, et de comprendre pourquoi ce personnage a tant fasciné, a tant intéressé. Il y a des raisons artistiques, mais il y a aussi des raisons de fond sur le propos de Charlie Chaplin. À défaut de dépendance, on parlait de Chaplin, on a eu il y a peu la cérémonie des Oscars. Peut-être qu'on peut conclure sur un film qui vous a marqué de cette cérémonie ? Alors oui, les trois vainqueurs, c'est Green Book, Bohemian Rhapsody et Roma. Le plus récent que j'ai vu, c'est donc Green Book. En tout cas, ce que j'ai remarqué quand je l'ai vu ici, il y a quelques jours, c'est j'étais très frappé en voyant on sentait les ondes positives qui circulaient dans la salle parmi les spectateurs, qui avaient une véritable réponse au cheminement que propose le film, qui n'est pas un cheminement hyper original dans le sens où on part de personnages qui sont très différents l'un de l'autre, qui vont être amenés à cohabiter sur une période assez longue, et du coup ils sont très différents, mais ils arrivent in fine à se relier, à se comprendre. C'est ce cheminement-là que décrit le film. Et j'ai été vraiment très frappé, au-delà du plaisir que j'ai pu avoir à suivre le film lui-même, mais de voir à quel point c'était ressenti par la salle tout entière, quoi. Et c'est des exemples assez forts de ce rapport-là que le cinéma est capable de provoquer. Oui, alors moi ce que j'ajouterais, c'est que vous avez pu voir les Oscars, aussi les Césars, et qu'il y a un point commun entre beaucoup de récompenses ces dernières années, c'est que les récompenses vont à des films qui ont des sujets politiques ou sociaux, hein, sur le racisme pour Green Book, la violence faite aux femmes pour Jusqu'à la garde, ou même chez Arazad, la délinquance juvénile. Enfin, le public et les votants sont quand même intéressés pour des films qui non seulement qui sont bien mis en scène, qui racontent une histoire intéressante avec des personnages, etc., mais aussi qui ont un propos qui répond à l'actualité, qui répond aux préoccupations des gens. Et je pense qu'il y a une différence entre ce type de cinéma-là et une bonne partie quand même de ce qui est montré sur les autres écrans. Ils ont été propulsés dans les salles de cinéma où il peut y avoir un bouche à oreille qui leur donne un écho supplémentaire. C'est vraiment quelque chose d'important. Et on vous remercie beaucoup pour être intervenu. Et voilà, c'était Boris Barbieri et François Aimé. Écoutons maintenant la bande originale du film Mango.
On continue avec Mango toujours. Nous avons en face de nous son réalisateur, Trevor Hardy. Bienvenue à vous. Je vous le précise, Trevor est anglophone, il sera donc traduit par Linda Tench. Clémence, tu nous as préparé une petite chronique sur Mango, alors on t'écoute. Et oui, parce que figure-toi Hugo que hier soir, rempli de temps dans ma vie, je me suis dit que j'allais aller voir Mango. Alors Mango, qu'est-ce que c'est ? C'était diffusé hier soir dans la plus grande salle du cinéma Jean Eustache, et on y a vu beaucoup de familles avec leurs enfants, au point que le film était rythmé par les interventions des enfants. Mango, c'est un concentré d'humour et d'action, au point qu'on rit pendant toute la séance. Alors Mango, me direz-vous, mais qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est l'histoire d'une taupe née dans une famille de mineurs et qui veut devenir footballeur professionnel. Alors cette taupe, Mango, va affronter vents et marées, parents et chats, développer un super pouvoir pour enfin prouver que tout est possible et réaliser son rêve. Mango, c'est une vague d'optimisme dans un monde en pâte et en laine, parce que oui, ce long métrage est en stop motion. Et cette séance était précédée d'un des premiers courts-métrages de Trevor Hardy, Pushkin. Bien que plus court, ce court-métrage était tout aussi touchant et humoristique, comme quoi l'identité scénaristique de Trevor Hardy existe depuis toujours. Pour en revenir à Mango, j'ai apprécié ce film, parce que il y a une narration qui est très énergique et où les pointes d'humour constantes ne peuvent que raviver l'attention du spectateur. Par contre, la voix off de Mango qui simplifie ce qu'on voit à l'écran et les personnages assez simples ont pu être un peu regrettés. À la fin de cette projection, Trevor Hardy est resté pour un échange avec les enfants. De nombreuses réactions et quelques questions se sont posées, faisant du film un moment de transmission et d'échange. Est-ce qu'au final, c'est ça le but d'un film ? Clémence, toujours, tu as préparé quelques questions, alors c'est à toi. Et oui. Du coup, donc on est en compagnie de Trevor Hardy qui a réalisé Mango. Trevor Hardy qui est réalisateur. Vous avez réalisé votre premier court-métrage il y a plus de 20 ans, c'est Pushkin. C'est l'histoire d'une grand-mère qui perdait son animal de compagnie. Hier soir, il a été projeté. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? About Pushkin? Oui. So can you tell us, so you made the film Pushkin 20 years ago. Can you tell us a little bit about it? Well, it was my first film I made when I left college. C'est le premier film que j'ai fait quand j'ai fini mes études. Sorry, and I'd just set up a studio. So that was my first film that I made in the studio. Donc j'ai installé un studio et c'était mon tout premier film dans ce studio. And it did really well, actually. It won quite a few awards and it got noticed. I think it was shortlisted for a BAFTA, so longlisted for a BAFTA, sorry. Oui, ça a bien marché. Il a reçu plusieurs récompenses. Il était même sur la liste des courts-métrages nominés pour un BAFTA. Un BAFTA, du coup, qu'est-ce que c'est ? What is a BAFTA? What's your French? I suppose it's one below an Oscar. Oui, c'est juste une prime qui est juste en dessous de l'Oscar. D'accord. Du coup, quelles émotions vous avez ressenties en le voyant après tout ce temps ? Vous avez dit, je crois que ça faisait 10 ans que vous ne l'aviez pas vu sur grand écran. So what did you feel when you actually saw the film for the first time last night in 10 years? Because it was 10 years since you last saw it. Yeah, it was strange seeing it on that big screen. C'était drôle de le voir sur ce grand écran. And I thought it was going to look awful, but actually it looked all right. Je pensais que ça allait être très, très moche sur ce grand écran, mais en fait, ça allait, quoi. Yeah. 20 ans plus tard, avec votre nouvelle expérience, si vous deviez le refaire, qu'est-ce que vous changeriez ? Quels sont les défauts et les qualités que vous y voyez ? So 20 years after that first experience, if you had something to change, what would you change? I don't think I'd change anything. It's what it was. It's you know, you don't need to change it. It's there. Ouais, je ne change rien parce qu'en fait c'est représentatif de ce que je faisais à l'époque et c'est un symbole, voilà. Du coup, pour ce que vous faisiez à l'époque, vous avez choisi d'être réalisateur. Est-ce que ça a été facile de trouver cette voie ? Est-ce que ça s'est révélé comme une évidence ? So when you chose to be a film director, was it easy?
I didn't choose. It just came about from doing it for years and years and years, and it's never easy. Doing something you want to do is never easy. Ouais. Moi, je n'ai pas choisi, c'est venu petit à petit, à force de faire ça pendant des années. Et en fait, c'est jamais facile. Faire ce qu'on veut, c'est jamais facile. Yeah, you just have to choose to do something and just have the true grit, determination to stick at it and keep going. Voilà. Donc, il faut choisir ce qu'on a envie de faire et avoir les tripes vraiment de s'y tenir. Pour être réalisateur, comment ça s'est annoncé, comment ce choix vous est venu? Est-ce que vous aviez des prédispositions peut-être? Do you think you had a sort of a particular gift for this to begin with? How did it start? I've been told I've got a gift for it, but I didn't really think I had one. Ouais, on m'a dit que j'avais un don pour ça, mais moi je ne le pensais pas. And it started by just passion, really, just wanting to make films and doing it for years and years and getting better and better and better and doing more and more and more, really. Same as anything, really. Ouais, c'est une passion au départ, puis à force de pratiquer pendant des années, de m'améliorer, c'est venu comme ça. Est-ce que c'est le même boulot quand on réalise des films d'animation ou des films qui ne sont pas d'animation? Is it the same job? Is it the same work to do an animation film and a film that's not a classic film? Animation films are always by nature an absolute labour of love. They're huge things to do. Ouais, un film d'animation, c'est vraiment un boulot vraiment énorme. C'est vraiment beaucoup. No one sane tries to make an animation film. Ouais, si on est sain de tête, jamais on fait un film d'animation. Du coup, on l'a vu avec Pushkin et avec Mango. Les films d'animation, c'était du stop motion et je crois que c'était des cartons-pâte et en laine. Ça demande beaucoup de travail au niveau des décors. Comment vous faites? So both of your films, so Pushkin and Mango, so the little puppets are in wool and clay, and you know. So how do you actually do it? How do I animate them? How do you move them and animate them? Well, in Pushkin and in Mango, both the puppets have a wire skeleton inside. Oui, donc les marionnettes, ils ont la base, c'est du fil de fer pour donner la forme. So when you bend the puppet into position, it holds that frame, and then you can take the picture, and then you can move and take a picture, and move and take a picture. Donc on peut bouger la marionnette en déplaçant le fil de fer. Après, il tient la position, on prend la photo et on bouge la position encore une fois, on prend une autre photo. Parce que c'est des films en stop motion que vous réalisez. Pourquoi cette volonté de faire du stop motion plus que d'autres formats? So why did you choose stop motion rather than other forms of animation? I've always made stop motion. When I first started doing stop motion, it wasn't very well known, and consequently, over the years, it's become very popular. Oui, au départ, quand j'ai commencé, le stop motion n'était pas très connu, et j'ai toujours fait ça, donc j'ai jamais fait autre chose. Et au fil des ans, c'est devenu très, très populaire. À propos de la lumière, est-ce qu'il y a une utilisation particulière en stop motion? Is there a particular way of using light in stop motion? Oh yeah, I mean, every department is totally skilled in that department. Oui, chaque corps de métier, si je puis dire, a sa spécialité, et donc il y a vraiment une spécialité au niveau de l'éclairage dans stop motion. Oui. Yeah, so you have a team of people that make the puppets and a team of people that make the sets. You have a team of people who look after the cameras and lighting. So every department
are experts in that field. Ouais, donc chaque équipe, donc il y a une équipe spécialisée dans l'éclairage, dans le décor, etc. Et chaque équipe est spécialisée dans son domaine. What are the dimensions of the room to film the stop motion film? It depends really. Different size sets have different size rooms. Oui, donc chaque décor a besoin d'une pièce d'une taille différente en fait. Yeah, so probably the biggest set we had was the boss's, Padre. His lair where he lives. That was quite big. That's probably the size of this room we're in now. Ouais, donc le plus grand décor c'était le terrier du boss. Qui était à peu près grande comme cette pièce. Ouais. But and the stadium, which looks big, was this big. et le stade qui avait l'air vraiment énorme était grand à peu près comme 30 cm. Votre rôle en tant que réalisateur, du coup, c'est de coordonner tous ces décors. C'est quoi exactement? So, as director, what is your role? Do you have to coordinate all the sets? Yeah. It's as a director, you're literally looking after chaos. En tant que directeur, on gère en gros le chaos. Every department is working at 100 miles an hour, doing things, and I'm like a conductor, trying to keep it all in the right order. Ouais, donc chaque équipe travaille à 100 à l'heure et mon rôle c'est d'être le chef d'orchestre. Yeah. Chef d'orchestre, du coup, à l'origine aussi, j'imagine, du scénario. Mango, c'est l'histoire d'un bonhomme qui va accomplir ses rêves. C'est quoi l'idée d'origine? So the film Mango is somebody who wants to realize his dream. Is that the origin of the film? Is that the initial idea? Yeah, very much so. The actual point of the film, even though it's about football, the point of the film was always to be about family and longing to do what you want to do rather than what you've got to be doing or seen to be doing. Ouais, c'est tout à fait ça le but du film. C'est vraiment ça et c'est pas tellement le sport. C'est la famille et aussi réaliser son rêve, faire ce qu'on a envie de faire et pas ce qu'on doit faire. When you write a script, you write for adults or for children? For both? Yeah, for both. Me and Neil, who wrote the script, tried to make sure there were what we call layers. So children will watch it on one layer, an adult, and then consequent layers above. Ouais, donc quand Neil et moi, nous avons rédigé le script, on a fait ça en plusieurs couches. Donc il y a une des premières couches qui se destine aux enfants et les couches supérieures, c'est au niveau de la compréhension des adultes. Le studio Gigglefish, si j'écorche pas le prénom, a été créé en 2017 exprès pour le film Mango. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus? So Gigglefish was created in 2017 for the film Mango. Can you tell us a bit more about that? Well, exactly that, really. It was created to make Mango. The two men I run it with are Jeremy Davis and Edward Catchpole, and they're kind of my business partners. Ouais, donc c'est vraiment ça. On l'a créé avec Jeremy Davis and Edward Catchpole. Et on est tous les trois partenaires. Après le tournage vient le montage et après les voix s'ajoutent. Là-dessus, ça marche dans cet ordre-là. Les voix et la musique s'ajoutent après que le film ait été entièrement réalisé. So after the film is been filmed, is that when you do the sound and the lighting afterwards? The lighting. All the stuff you see on the film is done in the studio, but then the music and the sound and all the making it look nice is done afterwards. Ouais, effectivement, tout ce qui est musique et son, on le fait après. L'éclairage, c'est pendant. Et
Pour revenir sur Mango, du coup c'est une taupe, le personnage principal, vous avez fait le choix d'utiliser des animaux. Pourquoi des animaux et pourquoi spécialement une taupe? So why in your film did you decide to use animals, and why in particular a mole? Well, we wanted to use animals just because animals. I just thought it was you can sort of believe it a bit more if it's animals. If it's humans, you're too aware of what you're watching. Ouais, on a vraiment choisi des animaux parce que si ça avait été des êtres humains, on était vraiment beaucoup plus limité dans ce qu'on a fait. And we chose a mole, Toop, because we wanted an animal that looked like it couldn't play football with big bears and gorillas, and so it's an impossible dream. Ouais, on a choisi une taupe parce qu'on dirait qu'une taupe c'est pas capable de jouer au foot par rapport aux gorilles, les éléphants, etc. Et on voulait vraiment un animal qui puisse réaliser un rêve impossible. Merci à vous. C'était Trevor Hardy traduit par Linda Dench. Vous écoutez toujours à Pessac Jam Radio au Festival des Toiles Filantes. Écoutons la musique en route. Et maintenant, nous accueillons Laurent Roussery, directeur de l'Écosite du Bourgail et pédagogue en méditation. Et on est en compagnie de Laurent Roussery, de l'association Écosite du Bourgail. Bonjour. Bonjour. Vous intervenez aujourd'hui dans le cadre d'une initiation à la méditation. On est dans un festival dédié au jeune public. Pourquoi du coup parler de la gestion du stress? Est-ce que c'est vraiment pour eux ou plutôt pour leurs parents? Nous, dans l'association, en fait, le bien-être, d'une façon globale, l'épanouissement humain, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On s'occupe d'environnement, on s'occupe de développement durable, et dans le développement durable, sur le progrès social, voilà, l'épanouissement humain, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et alors, aujourd'hui, c'est un petit moment de découverte, voilà, de cet entraînement mental qu'est la méditation, et qui, notamment parce que pas mal d'études maintenant le montrent, permet effectivement, alors pas de faire disparaître le stress, mais de vivre son stress différemment, de façon moins impactante, je dirais. Parlons-en du stress justement, puisque vous intervenez juste après le film Graines de champion. Donc le stress des sportifs, mais le stress aussi dans la vie quotidienne, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce qui le génère, ce stress, à l'échelle macroscopique, et comment ça se passe dans le corps ensuite? Alors, le stress, en fait, c'est quoi? C'est juste la peur de l'inconnu, puisque on est face à quelque chose qui va arriver quand on est
quand c'est bientôt le moment des examens, quand c'est bientôt une compète de sport. Et du coup, effectivement, parce que notre mental est capable de générer plein d'hypothèses, souvent farfelues d'ailleurs, hein, eh bien en fait on se crée comme ça une angoisse. Alors après, d'un point de vue physiologique, comment ça se traduit? Alors moi, je suis pas dans la médecine et tout ça, hein, mais on a tous eu cette petite boule dans le ventre, ces sueurs, ces mains qui tremblent, tout ça. Ça, effectivement, ça fait partie des signes, effectivement, d'un moment de stress. Mais tout ça, en fait, c'est généré par des projections. Et l'entraînement à la méditation, qui est un moment, en fait, pour être présent, et non pas dans le futur, parce qu'en plus, dans le futur, le futur, il n'existe pas encore, quoi. Donc, ça sert à rien de s'angoisser pour quelque chose qui n'est pas arrivé. Et je dirais même que de la même manière, hein, quand on ressasse des choses qui se sont passées et qu'on regrette, ou des choses dont on a un peu honte, ou des choses qui nous ont énervés, ben, c'est passé, donc ça n'existe plus. Et puis en plus, on ne peut plus les changer, cette chose-là. Voilà, ce qu'on peut changer par contre, c'est la façon, dans l'instant présent, de vivre ce moment de stress, d'angoisse, de colère éventuellement, etc. Est-ce que vous avez des petites clés, des astuces pour se débarrasser de ce stress qui pourrait être envahissant? Alors, c'est pas tant pour s'en débarrasser. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour le vivre autrement. Je me rappelle d'ailleurs d'un jeune homme qui faisait partie d'un de mes groupes de méditation, qui, après plusieurs séances d'un programme qu'il suivait avec moi, quand je lui ai demandé un petit peu un feedback, un débriefing de est-ce que ça lui apporte quelque chose, etc. Alors lui, je me rappelle plus s'il faisait de la pala ou du squash, enfin bon, un sport voilà, de raquette, je dirais. Il m'avait dit très concrètement, le stress n'a pas disparu, mais par contre, il est moins présent au sens moins impactant, comme je disais tout à fait au début, quoi. Et alors, ce qui est le plus important à comprendre quand on parle de méditation, par exemple, c'est que c'est un entraînement. C'est vraiment comme le sport, quoi. Le cerveau, c'est quelque chose de malléable, et contrairement à ce qu'on a pu croire à une époque, c'est pas à la fin de l'adolescence que le cerveau a fini complètement d'évoluer. L'entraînement à la méditation, c'est un entraînement, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer chez soi. C'est pas tant le moment de méditation qui est en fait le moment sympa, attendu et tout ça, c'est pas du tout ça. C'est les retombées, en fait, dans le quotidien de cet entraînement. Mais c'est exactement comme la salle de muscu. Quand on va à la salle de muscu, c'est pas au moment où on soulève de la fonte que c'est le kiff total, comme on pourrait dire. C'est des années plus tard, quand on voit que on a des muscles bien dessinés, que on peine moins à soulever des choses lourdes, même dans son quotidien, quoi. C'est là qu'on voit les retombées de l'entraînement. La méditation, c'est pareil. Voilà, il faut s'entraîner. Et du coup, quand les examens arrivent, eh bien, fort de cet entraînement, bien sûr que vous allez sentir que mais ce qui est légitime, vous allez avoir un peu d'angoisse, de stress, d'anxiété peut-être, ce genre de choses, mais vous allez être face à ces choses-là vraiment de façon différente, Ça ressemble à quoi concrètement, un entraînement en méditation ? Pour reprendre d'ailleurs une phrase que j'aime bien de Fabrice Midal, qui est un philosophe qui a écrit pas mal de bouquins sur la méditation, méditer, c'est s'asseoir et ne rien faire. Alors la phrase est rigolote comme ça et paraît simpliste, mais en fait il faut réfléchir au sens un petit peu symbolique de la phrase. Moi je pratique la méditation assise, et donc là, même si on n'est pas dans le mouvement, on va se servir d'un support en fait pour fixer son attention. Ça c'est quelque chose de très important, parce que la méditation, c'est pas juste laisser son esprit divaguer, hein. La méditation, c'est se focaliser sur quelque
quelque chose, de façon à moins se saisir d'autres choses, moins se laisser emporter par autre chose. En l'occurrence, moins se laisser emporter par les pensées, moins se laisser emporter par des émotions qui pourraient nous habiter au moment où on est en train de méditer. Moins être emporté par des sensations aussi qui pourraient être plus ou moins gênantes. Et alors le plus souvent, le support qui est préconisé, c'est de porter attention à sa respiration. Voilà. Évidemment, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que « Ah mince, je suis en train de faire la liste des courses pour tout à l'heure » ou « Je suis en train de penser à qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir » ou etc. Eh bien, simplement, en fait, quand vous vous rendez compte que vous avez décroché, juste vous ramenez simplement votre attention à votre respiration. Et ce va-et-vient, c'est ça la muscu, on va dire, la muscu de la méditation, quoi. Comment ça se passe pour gérer le stress pendant les prises de parole ? Quand on est dans un moment comme ça, où on se sent un peu en panique, on va dire, ou tout ça, simplement, et vous pouvez le faire dans la journée de temps en temps, simplement, vous vous arrêtez de faire quoi que ce soit, voilà, vous posez, et pendant 3 respirations, vous focalisez votre attention sur votre respiration, voilà. Et simplement, en fait, ça va déjà vous détendre, vous calmer. Après, il y a plein... Alors là, on parle de jeune public aussi, parce que l'Étoile filante, c'est un festival jeune public. Alors, pour les enfants, on utilise des images ou on utilise des histoires aussi pour leur faire goûter un petit peu à ces moments d'attention. Parce que en fait, c'est ça que je vais expliquer tout à l'heure en salle de ciné, c'est que depuis qu'on est né, on nous dit « fais attention ». Fais attention à ci, fais attention à ça. Mais à quel moment on nous a montré ce qu'est l'attention ? L'attention, c'est simplement être présent à ce que l'on est en train de faire et à ce qu'on ressent. Voilà. Parce que franchement, très souvent, on est quand même un petit peu en pilote automatique dans la vie. Je suis sûr que c'est arrivé à presque chacun d'entre nous, de donner un tour de clé de la porte de l'appart ou de la maison, faire 3-4 pas et puis se dire... Mince, mais est-ce que j'ai fermé la clé ? Et on revient, on essaye d'ouvrir la porte. Ouais, c'est juste que pendant le tour de clé, vraiment, là, on n'était pas présent. Alors le stress, donc on a vu tout le monde y est sujet, mais est-ce que beaucoup s'en préoccupent et est-ce que beaucoup vont justement vers la méditation, peut-être de plus en plus avec les années, pour essayer, de s'entraîner à... Le stress, ça fait partie des maladies du siècle, je dirais, ou des maux du siècle. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec des personnes médiatisées qui ont pignon sur rue, comme Mathieu Ricard, là, tout le monde en a entendu parler, ce lama du bouddhisme tibétain, mais qui est européen, lui, ou Christophe André, qui est un médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui a écrit lui aussi beaucoup d'ouvrages sur la méditation. C'est comme ça que le grand public, effectivement, en entend de plus en plus parler. Voilà. Avec des fois, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant que des personnes viennent découvrir un peu ce qu'est la méditation, parce que des fois on s'en fait plein d'idées, parfois saugrenues, quoi. C'est pas de la magie, la méditation. Mais bon, en même temps, le mot en soi prête à confusion, mais ça vient de traduction. Au niveau européen, je dirais, c'est justement réfléchir à quelque chose. Alors que là, justement, ce n'est pas se laisser embarquer par les pensées et les réflexions, quoi. Voilà, donc il faut faire attention à ce genre de projection qu'il peut y avoir. Ouais. Du coup, pour les personnes qui commencent juste la méditation, est-ce qu'il y a un déclic mental, il y a un changement ? Non, un des déclics que moi je vois souvent, c'est des personnes qui me disent « Ah là là, non mais là, avec l'exercice qu'on vient de faire, j'ai jamais autant pensé. » Alors, c'est faux. C'est juste que là, ils se rendent compte que leur mental est tout le temps en train de penser, quoi. Voilà. Donc ça fait partie des petits déclics, voilà. Et après, on prend du recul avec toutes ces pensées qui se présentent. Et le tout, comme je disais tout à l'heure, c'est de s'entraîner. Alors, je vais faire, pour finir, Laurent Rousserie, un lien avec le festival Toile Filante, un festival donc de cinéma, jeune public, sur la thématique du sport.
D'abord, le cinéma est souvent assez décrié. On se dit, est-ce que c'est un moyen de se déstresser ou au contraire, c'est un moyen d'avoir davantage d'angoisse avec les films et de chercher à se stresser volontairement? Et sur la thématique du sport, y a-t-il un stress positif pour le sportif différent du stress de la vie quotidienne? Ouais, alors là par rapport au cinéma et globalement par rapport au film, en fait moi je pense que les gens, le public recherche des sensations. En fait, ils viennent pas pour se stresser au cinéma, mais même si c'est un film d'horreur, par exemple, ils viennent pour la sensation. Ce qui est d'ailleurs de plus en plus le cas pour plein de films farcis d'effets spéciaux. On est là pour voir du spectacle, quoi. Enfin, c'est du divertissement et tout ça. Et après, les thrillers, voilà, ça, effectivement, ça peut générer éventuellement un peu de stress, mais c'est le stress vécu au regard du scénario du film, et c'est un stress qui disparaît à la fin du film, en général. Voilà. Sauf quand on regarde un film qu'on a 6 ans et que c'est un film pour les 18 ans. Voilà. Mais là, il faut être préparé un petit peu mentalement. Et par rapport aux sportifs, alors évidemment qu'il y a un stress. Alors moi, je ne suis pas sportif, hein, mais je pense sincèrement qu'il y a un stress qui peut être positif parce qu'il va pousser la personne à se surpasser. Peur d'être le second et c'est être le premier des perdants, quoi. Donc il peut y avoir ça, mais je dirais que globalement un point commun entre le sport et la méditation, c'est le point crucial, c'est la motivation. Si on commence à s'entraîner à méditer, faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Voilà. Déjà, il faut être convaincu que c'est pour prendre soin de soi. Il faut commencer par ça, parce que c'est bien de prendre soin des autres, bien sûr, mais il faut aussi de temps en temps essayer de penser à soi. Merci beaucoup pour cette intervention. On vous retrouve tout à l'heure. Vous intervenez à la fin du film Graines de champion. À très vite. À très vite. Alors nous avons parlé de stress, vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien parce qu'il abordait le stress après la projection de Graines de champion, comme vient de nous le rappeler Clémence. Voici donc un billet d'humeur de Clémence encore à ce sujet. Et oui Hugo, parce qu'aujourd'hui je suis stressée. Je suis stressée parce que je me suis réveillée en retard. Mais enfin Clémence, me diras-tu, tu étais à l'heure aujourd'hui? Et oui, j'étais à l'heure, parce que j'ai pris le bon bus. Le bon bus, c'est celui qui passe à 9h37. 9h37, soit 47 minutes après mon réveil. Je suis tellement stressée que j'ai renversé mon lait au petit-déj, fait sortir le chat dedans, j'ai allumé la télé, éteint le son et couru après mon bus alors qu'il n'était pas encore passé. Je stresse Hugo et je sais plus comment faire. Et j'ai tenté de me soigner pourtant. Tu sais, ces méthodes qu'on a tous fait 3 fois. Prendre 3 respirations, le nez en avant, la tête en l'air. On pense à des bruits de mer, à une forêt. Sauf que quand on voit des films comme Les Dents de la Mer, on sait que la plage, c'est pas rassurant. Et la forêt, mais il y a toutes les bêtes du monde dedans. Alors, hier soir dans mon lit, j'ai réfléchi. Parce que oui, quand on est stressé, notre cerveau part partout alors qu'il devrait aller nulle part. Partout. C'est-à-dire qu'on pense au cours, à l'anniversaire de la petite cousine samedi prochain, à cette aînée mamie qu'on n'a jamais rappelée, et bon sang, pourquoi le chat est sur mon bureau? Alors face à ça, vaille que vaille, j'ai décidé de vaincre mon stress. Pleine de bonne volonté et d'une détermination à l'allure d'une toile d'araignée, j'ai allumé mon téléphone et appelé le nouveau saint de la médecine, ce dieu qui nous console la nuit. Vous avez tous compris, je parle de Doctissimo. Et sur Doctissimo, le stress, qu'en disent-ils? Eh bien, nous avons Didi47 qui nous propose de l'homéopathie, mais Miss Little Star qui nous dit que c'est inutile. Alors, face à ça, on ne sait plus que faire. Finalement, j'ai donc décidé d'appeler Laurent Roussery et de m'inscrire à ses cours sur le stress, en espérant que comme ça, je rattraperai mon bus et retrouverai le chat. Peut-être parce qu'être stressé dans une société malade, c'est quasiment être sain, non? Bravo! Que de philosophie. Bon, comme vous le savez, on est en condition de direct. Et comme vous le savez, souvent en direct, on a des petits problèmes. Alors en attendant le groupe Yoshiwara, on va vous faire écouter Distilled de Stuart McCallum.
Stuart McCallum, membre du Cinematic Orchestra. Et pourquoi on vous met cette musique cinématique ? Parce qu'on est en plein cœur du festival Toile Filante. Vous êtes avec Pessac Jam Radio, toujours avec Hugo, Clémence, Phébus et nos nouveaux invités qui viennent d'arrêter du projet musical Yoshiwara, Louis Laville et Félix Robin. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Et si je prends la parole à la place d'Hugo dans cette émission, on ne sait pas qui va me taper, c'est que c'est lui qui a préparé la plupart des questions qui vont vous être posées. Alors Hugo, on t'écoute. Ok, alors bon, je commencerai par dire que c'est un quartier connu de Edo au Japon, mais aussi un film français de 1937 de Max Ophüls, réalisateur allemand qui a fui durant la guerre en France. C'est aussi le nom de votre groupe, je parle du coup de Yoshiwara. Alors j'ai envie de vous demander d'où vient le nom du groupe et s'il est lié à l'une de ces deux choses. Je te laisse répondre. Le nom du groupe, c'est un des membres fondateurs donc, du groupe qui l'a trouvé. C'est celui qui a créé ce projet en fait, de ciné-concert. En fait, à la base, c'est le nom qu'il a donné à une composition d'un morceau d'un ancien d'un morceau qu'on avait fait sur un ancien film, sur un des premiers films qu'on avait fait. Et je ne sais pas si il avait les références, mais bon, voilà. C'était une composition. D'accord. Alors, vous faites du ciné-concert. Pour nos auditeurs, en quoi ça consiste ? Alors, le ciné-concert, ça consiste à jouer de la musique tout simplement sur un film muet. Ou alors un film qui est... voilà. En gros, on enlève la musique et on joue par-dessus, quoi. Qu'il y ait du dialogue ou pas. Souvent, on le fait avec des films muets parce que c'est compliqué d'avoir les bandes sans musique et avec les paroles quand même. Donc voilà, c'est un ciné-concert. Lors de mes recherches, je vous ai trouvé au nombre de 6, mais là, je suis un peu troublé parce que vous êtes 2 en face de moi. Est-ce que c'est normal ? Comment ça se fait ? Alors en fait, c'est qu'on fait partie d'un collectif qui s'appelle Hello Buddy, qui est un collectif de composition, jazz moderne, ciné-concert, etc. Et on est une vingtaine de musiciens dedans. Et là, nous sommes 2 de ce collectif avec Louis et moi du coup parce que déjà on est sur Bordeaux parce qu'il y en a plein de musiciens là qui sont vu que c'est les vacances notamment le chef de projet qui est actuellement en Argentine. Du coup avec Louis on joue souvent, on n'a jamais fait de ciné-concert ensemble. Moi j'avais fait un ciné-concert tout seul et lui du coup était dans ce collectif là et vu qu'on joue beaucoup ensemble toutes les semaines on joue ensemble en concert quoi, on a décidé de faire ce truc là à 2. Voilà. Je suis déçu, je pensais que vous alliez dire on a viré les autres, il y a eu une grosse engueulade, etc. Non, pas du tout. Non, tout va bien. C'est juste qu'ils sont en vacances et voilà. Ok, vous vous connaissez depuis longtemps parce que j'ai vu qu'il y avait eu des groupes auparavant comme 21st Century Funk ou John Hippie, peut-être qui vous ont liés. Ça c'est des anciens projets avec les anciens, les anciens membres de Yoshiwara, D'accord, mais du coup John Hippie je connaissais en fait. Ouais. C'était déjà du ciné-concert ? Non. Très bien. Alors comment vous êtes arrivé du coup au principe du ciné-concert qui est quand même assez atypique ? Est-ce que c'est lié à votre parcours spécialisé dans le jazz pour certains et les impros qui l'accompagnent ? Tu veux répondre ou je réponds en premier ? En fait, moi perso, comment je suis arrivé là-dedans en fait c'est Jean-Marie Gergerès donc qui fait partie que tu as dû voir dans la liste là des... En fait à la base c'était un atelier qu'il avait monté à l'école de musique de La Réole et donc c'était un atelier pédagogique, c'était pas vraiment un groupe, c'était sur la base du volontariat machin. Donc on avait commencé, on a fait quelques films comme ça, on a fait 3 films. Ouais, on a fait The Lodger, Metropolis et une série de mini-films de Laurel et Hardy. Et au bout de 3-4 ans, il en a eu un peu marre de ce truc, de faire ça dans le cadre de l'école de musique. Il a voulu professionnaliser un petit peu ça en prenant quelques éléments du groupe qui faisait ça au sein de l'école de musique, plus en prenant d'autres amis musiciens professionnels, tout ça. Et donc avec ça, on a fait le cabinet du Dr Caligari, avec lequel on a tourné pendant 2-3 ans. Et voilà, là on nous a proposé ça, donc
Et comment ça marche concrètement? Vous avez, c'est une base improvisée ou vous avez une base plus ou moins écrite qui va avec tous les films? Est-ce que vous avez les images qui diffusent, que vous voyez en même temps et vous devez interagir avec? En fait, ça dépend vraiment des ciné-concerts. Moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire des ciné-concerts, c'est que, on fait beaucoup d'improvisation en jazz, forcément. Et c'est d'autant plus intéressant quand tu fais de l'improvisation avec des images. C'est un truc... parce que l'improvisation musicale, bon, c'est un dialogue par la musique, quoi. Là, il y a encore une autre donnée qui rentre, c'est l'image qui est intéressante. Et là, en l'occurrence, nous, le ciné-concert qu'on fait cet après-midi-là, on a des bases harmoniques, donc d'accord, mais après, c'est très improvisé, quoi. Enfin, on pourra jouer 2 fois d'affilée la même scène. Ce sera pas du tout. Voilà. Et avec le visuel Avec le visuel, carrément. Donc vous interagissez en direct quand il y a un personnage, par exemple, qui donne un coup d'épée, il faut que vous simuliez le. Ouais, on n'est pas dans la caricature comme ça, mais on essaye de le faire ressentir. Non plus. Ouais. D'accord. On essaie de le faire ressentir un peu et de jouer avec ça, quoi. Ouais, tu vois, je sais pas. Là, après, juste, j'ai parlé de Laurel et Hardy tout à l'heure, et quand on a fait Laurel et Hardy, là, c'est vraiment par rapport au film de cet après-midi, c'est vraiment du gag toutes les 15-30 secondes, il y a un truc. Donc là, c'était vraiment, on jouait quelque chose de droit, et il y avait des percussions qui marquaient vraiment tous les trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, le film de cet après-midi se prête pas trop à ça. Ouais, c'est un peu plus subtil, et en plus, on est que 2. Et c'est pas facile de faire un ciné-concert à 2. Il n'y a jamais de couac ou de désaccord entre vous? Si, tout le temps, mais en fait, mais le but, c'est par la musique. Soit se servir de ce problème pour le faire dériver en fait c'est pas un problème. Ouais, en fait ça dépend comment tu le vois, parce que c'est vrai que quand tu joues et que tu improvises, le musicien va te proposer des choses en face, et soit tu te mets dans l'optique de dire pourquoi il fait ça, soit tu te dis dans l'optique bon bah il fait ça, allez on part sur ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et donc même si t'es pas d'accord, le but c'est d'être d'accord. Et si vraiment t'es jamais d'accord avec lui, là tu l'en parles en répétition et on se met d'accord pour plus jamais faire ça, quoi. Vous êtes bordelais. À Bordeaux, est-ce qu'on peut trouver des ciné-concerts autres que vous? Alors, les ciné-concerts, c'est un peu compliqué, mais maintenant en fait les ciné-concerts qui marchent, c'est les ciné-concerts de grands orchestres financés par les régions, les opéras, etc. Donc il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a un ciné-concert sur La La Land, par exemple, la nouvelle salle de Florac, je sais plus comment ça s'appelle, l'Arena. Je sais que l'ONBA... Ils vont faire le Seigneur des Anneaux aussi. Ouais, l'ONBA aussi a fait un super concert sur je sais plus quoi. Sur... Ça va me revenir. Mais non... Ouais, c'est ça. En fait, mais il n'y a pas trop de projets... entre guillemets des structures comme nous, c'est que des gros projets, parce que c'est pas facile à vendre, c'est bête, mais un cinéma, quand il passe un film, il paye des droits, on n'en parle plus. Là, faut qu'il paye des musiciens aussi, donc ça rajoute encore un truc, et voilà. Petit à petit, la croissance se fait peut-être difficilement. Est-ce que vous sentez quand même un engouement pour ce genre de pratique musicale plus atypique et plus cher à produire? En fait, c'est assez bizarre parce que les cinémas... Enfin, en tout cas, je connais aucun cinéma, pour notre part, en tout cas, moi je suis rentré après dans Yoshiwara, mais pour notre part, il n'y a aucun cinéma qui a jamais été content de faire ça, mais que c'est des problèmes de politique et de finances, en fait. C'est pas facile de trouver les finances, et c'est un risque aussi. S'il n'y a personne qui vient, voilà, c'est un peu difficile, mais après... ça plaît toujours, et je pense que ce sera de plus en plus, on en verra en tout cas, quoi. Parce que le cinéma, ça peut être aussi ça, quoi. C'est associé à tous les arts, et de plus en plus, on a une politique de mélanger les arts et de faire... Tu vois, il y a des concerts dessinés aussi. Je sais pas si tu as déjà vu ça, c'est le même principe, mais avec un mec qui dessine en même temps. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui se créent de plus en plus, quoi. En termes d'instruments, c'est quoi que vous avez sur scène? Il y a un peu de tous les instruments pour pouvoir vous adapter à tout moment en fonction de l'ambiance, ou vous avez quand même un certain nombre d'instruments, genre piano, basse, des instruments classiques qui permettent d'aller partout? Louis joue que de la contrebasse, du coup. Et moi, à la base, je suis vibraphoniste dans le jazz, quoi. Vibraphone, c'est comment dire ça? C'est un espèce de xylophone en métal. Ça me fait mal de dire ça, mais je suis obligé de le dire.
qui est utilisé dans le jazz. Et après, pour changer les timbres, parce que c'est 1 heure de film, donc 1 heure de vibraphone, c'est super, mais bon, pour changer les timbres, j'ai un balafon aussi. Donc un instrument africain style xylophone, mais en bois. En bois. Et je ferai un peu de piano, je pense, et j'ai aussi un petit mélodica, l'histoire. Mais c'est juste pour changer les timbres et apporter un peu de fraîcheur dans l'écoute, quoi. Parce que c'est vrai qu'avoir les 2 mêmes timbres d'instruments pendant 1 heure, enfin, ça se fait aussi. Hein, mais... Ça prend quand même pas mal de place. Xylo, vibra, balafon. Ouais. C'est pas facile à contrebasse, ouais. Il faut... Mais bon, Et ça vous a apporté le fait de faire des ciné-concerts dans votre façon de concevoir la musique? Les images peut-être qui ont défilé sont transformées musicalement? Ben en fait, quand on joue un film, ce qui est cool, c'est que l'improvisation, elle est libre à un point qui est infini en fait. Ça veut dire que on peut faire ce qu'on veut quand on joue du jazz pour le coup et de la musique. C'est compliqué parce qu'il y a une grille, il y a des accords, il y a un truc précis, il y a un rythme précis à avoir. Là, on a beaucoup plus de liberté, donc c'est dur de faire ce qu'on fait en ciné-concert dans la vie, quoi. Dans le jazz, en tout cas. Et du coup, vous n'avez pas une espèce de déformation professionnelle où dès que vous regardez un film, vous écoutez la musique, vous vous dites pas « Ah bah moi, j'aurais pas fait ça comme ça, en fait ». Non, mais en fait, après le travail de compositeur de musique c'est très différent. qui passe sur une bande et de ciné-concert, c'est un peu différent au final, quoi. Parce que compositeur de musique, tu vas faire un truc, peu importe tous les compositeurs actuels, ils s'adaptent à la musique et ils font un truc en fonction de la musique. Ils illustrent la musique, quoi. Tu vois, c'est illustrer la musique. Les ciné-concerts, moi je vois plus ça comme toi en tant que musicien, tu es sur scène, donc il faut que tu apportes quelque chose. Donc toi en tant que musicien, qu'est-ce que tu vois par rapport à ce film-là et qu'est-ce que tu peux apporter au public face à ce truc-là, quoi. Vu que tu es sur scène, bon, si c'était juste illustré, on enregistrerait ce qu'on ferait et on le passerait en direct, on s'embêterait pas. Là au final, c'est un peu différent. Après, quand on va voir des ciné-concerts, par contre, oui, là c'est sûr qu'on est critique, quoi. On est très critique. Vous nous l'avez confié, vous pensez que dans le temps ça va plutôt se démocratiser, mais était-ce plus répandu avant, au temps du cinéma complètement muet? Oui, bien sûr, oui. Ça se trouvait régulièrement? Ça s'appelait pas ciné-concert, mais c'était le principe du cinéma en fait. C'était qu'il y avait un pianiste qui jouait en même temps, quoi. D'accord. Ou un autre instrument, mais. Là, là le film qu'on fait, là, au final, il n'y a qu'un instrument. C'est ça, c'est un orgue, je crois. Ouais, il y a la version qu'on a vue, en tout cas, c'était accompagné par un orgue de Barbarie. Ouais. Mais souvent, c'est ça, en fait. Souvent, parce que tu imagines voir un film muet sans musique du tout, c'est un peu long, quoi. Au niveau des inspirations, c'est plus le cinéma qui vous inspire ou d'autres groupes de musique mais qui font pas de ciné-concert? Oula. Je pense qu'on est plus musicien que cinéphile à la base. Oui, ça c'est indéniable. Après, c'est tellement différent en fait. Ouais. La musique qu'on écoute, c'est des trucs hyper codés. Enfin, même si le jazz maintenant, il y a moins de codes que dans la musique, que dans la musique en général, mais c'est tellement libre en fait que je sais pas. Enfin. Je pense que c'est la musique qui nous influence, mais on n'est pas influencé par. Enfin, c'est nous, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, c'est un principe de liberté totale, en fait. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Avec des règles, mais qui sont très, quand même, qui ouvrent sur plein de choses, quand même, quoi. En parlant de règles, je vois qu'on est un peu en retard. Donc, du coup, on va devoir vous laisser avec ça. Alors, merci à vous. Merci à vous. Bon ciné-concert ce soir. Ouais, bon ciné. Cet après-midi, d'ailleurs. Cet après-midi, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on écoute, Nicolas? Moi, je propose une des meilleures musiques de film qui m'a fait aimer vraiment les musiques de film et qui m'a fait intéresser à ça. C'est la musique de Retour vers le futur. Je suis sûr que vous l'avez tous en tête. Allez, on l'écoute. Allons-y.
Et voilà maintenant notre prochain invité, Mats Grorud, qui est le réalisateur, je le rappelle, de Wardy. Pile poil on time. Just on time. Donc du coup, on va le laisser s'installer pendant que Phébus... Non, on y va, allez, il est là. Donc Phébus, il paraît que tu as des questions à lui poser. Ouais. Alors, Wardy, c'est votre premier long métrage. Est-ce parce que 20 minutes ne suffisent pas à parler d'un sujet comme le conflit israélo-palestinien? Did you make a feature film because 20 minutes were not long enough to talk about the Israelo-Palestinian conflict? Oui, je parle un petit peu français, donc je vais essayer à parler. L'histoire, les camps, they are created in 1948. Alors, l'histoire commence en 1948. Donc maintenant, c'est 71 ans. 91? 90 ans. 71. Ah, 71. Yes. 71 ans. Yeah. So it's 70 years, 71 years, these camps exist. So I want to talk about all this history, and then it was not enough with the 20 minutes, yeah. 20 minutes, ce n'était en effet pas assez long pour parler de plus de 70 ans d'histoire. Mélanger les techniques d'animation, c'était une envie personnelle ou ça s'est imposé comme la meilleure solution pour exprimer les émotions? To mix different techniques of animation, was it like something a personal will or maybe the best? On a la traduction qui se fait en direct, je précise pour nos auditeurs. Or the best way to express emotions. In the film, you know, we wanted to have the audience feel that, you know, like Wardi, she could be your sister, or that the parents of Wardi could be your parents. So I think the puppets, the marionettes, have this power to bring the audience closer to, you know, what you see on screen, that you feel, Wardi could be my petite sœur, or she could be my, daughter. So this is the power of animation, to bring the audience to empathize with the characters more. Alors, pour parler de l'animation des personnages, des marionnettes, c'est l'histoire d'une famille et Wardi pourrait être votre petite sœur. Et du coup, l'idée d'utiliser cette forme d'animation, c'était de rapprocher le public de cette famille à laquelle on pourrait presque appartenir. What about the other techniques? Also for the 2D, c'est 2D dans le film. The flashbacks historiques. You know, the fluidity of the drawings gives you the possibility to have a more it's not just about, it's also about the emotional feeling of what it's like to grow up in a war, and the drawings, the fluidity gives you this chance more than, well, it gives you, it's a good tool. Alors le dessin et les planches de dessin permettaient de retranscrire de donner une certaine fluidité dans le ressenti des émotions de ce que ça peut être de grandir pendant la guerre. Pourquoi du coup s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien dans un film pour enfants? Enfin, c'est quelque chose qui n'était pas forcément attendu. Why did you express, or why did you make a movie about the Israeli-Palestinian conflicts, and why did you make a children movie about that? Because it was not obvious that it would be a good movie for children. Before I make the film, I already work in animation, and I live in this camp for 1 year. So I know I want to make an animation film because this is what I do. Avant de faire ce film, j'avais déjà travaillé comme animateur de films d'animation et j'avais par ailleurs travaillé dans ce camp, le camp qui est dépeint dans le film, et donc c'était la suite logique de mon travail. In the beginning, I didn't know if this was a children's film. I just write the script to make the film I want to make. Au départ, c'était pas forcément un film pour enfants, j'ai juste écrit le scénario du film que je voulais faire. But when the film is finished, we find out, because it's about a young girl and her family, that it's suitable for children. Et quand une fois le film terminé, parce qu'en fait c'est l'histoire, une fois le scénario terminé, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille et de son grand-père, on s'est rendu compte que ça pouvait très bien être un film pour enfants. Also, I think, you know, it's also important, like in Norway, in every classroom you have Syrian refugees, for example. I think it's important that also children understand what kind of world we are living in.
Alors il faut aussi savoir qu'en Norvège, dans chaque classe, il y a des enfants réfugiés qui viennent de Syrie notamment. Et du coup, c'est très important pour les enfants de savoir, de connaître le monde dans lequel ils vivent. Like me, when I was 12, this was the time I start to be engaged in ecologic questions, to go to manifestation. So I start in this age of 12, 13 to understand, what this world is about. So this is what I want children. I want them to be engaged as well. I want them to understand and to feel something. Par exemple, moi j'ai commencé à l'âge de 12-13 ans à être engagé et à prendre conscience des problèmes du monde. Je participais à des manifestations autour de la question du climat. Et je pense que c'est à cet âge-là, c'est important de réaliser les problèmes du monde dans lequel on vit. Vous êtes norvégien Je suis norvégien, oui. Pour moi, le cinéma norvégien, c'est... Alors si je le parodie presque, hein, je le pastiche. Pour moi, c'est un cinéma très très lent qui parle toujours de thématiques comme ça, un peu engagées, avec une certaine forme d'originalité. Est-ce que votre film d'animation, du coup, répond à ces codes-là? Traduire, s'il vous plaît. To me, Norwegian cinema is a cinema that is a bit slow and that presents thematic subjects that are pretty complicated in an absurd sometimes way. No, you didn't say that. Just in a slow and original et engagé. Committed and original way. Do you feel that you belong to some kind of wave of Norwegian cinema? Not really. Pas vraiment. Are you agree with me with the Norwegian cinema? Si je devais y mettre un. How would you define and categorize Norwegian cinema if it's possible? I think I'm more in line with the documentary filmmakers who quite often are engaged in different kinds of subjects, more than fiction and this world. So I see myself more as part of the animation documentary world, perhaps. Yeah. En fait, je pense que on peut plus m'affilier au monde des documentaristes qui racontent plusieurs histoires, et je me reconnais beaucoup plus dans la tradition d'un cinéma d'animation documentaire que dans le cinéma de fiction norvégien. En Norvège, quel a été l'accueil fait à votre film, puisque ce n'est pas forcément dans les codes norvégiens? How was your film received in Norway, as it's not obviously a Norwegian film? It has been shown in a lot of school screenings as well as ordinary cinema release. I love to meet kids, because it has a 9-year age limit. But so kids from 9 to 12 to 15, 16 see the film, and I think the discussion that we have after the film is screened is very important, because it's like an eye-opener to kids that they didn't know this, and they feel a lot when they see the film, and so it's well received. Yeah. En fait, en Norvège, le film a beaucoup de projections dans des écoles en même temps que sa sortie, et il faut savoir que le film est recommandé à partir de 9 ans. Et donc Mats rencontre beaucoup d'enfants à partir de 9 ans et d'adolescents, préadolescents, etc. Et du coup, il est très heureux de pouvoir leur montrer le film, et surtout des discussions qui se font après le film, parce que pour lui, c'est un film qui peut leur ouvrir les yeux sur beaucoup de sujets. It's also it's a film about humans. Et c'est surtout un film sur des êtres humains. And to me, to understand that refugees are humans, this is for me a political, it carries a political message. Ouais, le vrai message politique du film, en tout cas celui que Mats aimerait faire comprendre, c'est que les réfugiés sont des êtres humains, et c'est ce qu'il a essayé de montrer dans son film. Yeah. Avez-vous eu des retours faits par des gens concernés par la guerre? Did you have any feedbacks about people actually knowing the war experience? Yes, I showed it to my friends who saw the film in cinemas. Some of them live in Sweden, some in Norway, and on Ordinateur in the camp I show it. We also show it in Ramallah, Gaza, Bethlehem, in Cairo, in Amman, in Jordan. So we showed it a lot in the Middle East as well, Marrakesh in Morocco.
So a lot of people relate to, you know, things that are in the film, which is about how do you find hope in a hopeless situation. Alors le film, moi je l'ai montré à mes amis en Norvège, en Suède, et je l'ai aussi montré directement dans les camps sur des ordinateurs. En fait, on a fait beaucoup de projections dans tout le Moyen-Orient, aussi bien au Maroc, en Gaza, Palestine qu'en Jordanie. Et du coup, il y a des gens qui connaissent cette situation et qui la vivent, qui ont vu le film, et du coup qui ont été confrontés à ce message d'une situation qu'ils connaissent très bien. Comment trouver de l'espoir dans une situation qui, a priori, est sans espoir? Du coup, vous voyagez beaucoup, j'ai l'impression. Dans quelle mesure ces voyages vont influer ce que vous rendez du film? Dans quelle mesure vous inspirez de la réalité, en fait? You travel a lot, and how much does your travels influence the way you write and make movies? So, this film I make it after I live 1 year in the camp in Lebanon, so it's a very direct and quite a personal film for me. It's a film about my friends in the camp and their families. C'est un film que j'ai fait après avoir vécu pendant 1 an dans un camp au Liban, et donc en fait c'est un film qui parle de mes amis, de ma famille, des gens que j'ai connus là-bas. In my court métrage, in my short films, I was living in Beijing, and after this I experienced how they destroyed the old city of Beijing, Peking, before the Olympics. So I make a short film about this. Par exemple, j'ai habité à Beijing, à Pékin, la capitale de la Chine, et dans ma carrière d'animateur où j'ai fait des short films avant, je me suis attaqué au sujet que j'ai vu là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont détruit la ville pour les Jeux Olympiques, et du coup j'ai fait un film sur allégorique sur la destruction de cette ville. Ouais. Rapidement, est-ce que vous pouvez dire comment et par qui vous avez été contacté pour participer aux Toiles Filantes? Oh, in a word, can you say who contacted you to participate in this festival? Who contacted me? You know how? Yeah. You know, I'm because the film is premiering in tomorrow in France in 55 cinemas, so I'm here for 10 days to show the film and to promote the film, talk about the film, meet young people. So I went to Marmande, to Pessac, to le banlieue dans Paris, Strasbourg, many places to show the film. So it's part of the trip. En fait, le film sort demain en France sur 55 copies, et donc ma venue à Pessac fait partie de ma tournée de promotion et d'accompagnement de ce film, où je vais à la rencontre des salles et des publics, et c'est pour ça que juste avant de venir j'étais à Marmande, et que demain je serai à Paris pour assurer le suivi de cette sortie de mon film. Là vous avez cité le jeune public, mais est-ce que ça peut aussi s'adresser aux adultes? Yes, ouais. C'est pour tout. Dans le film, c'est une histoire d'une fille qui est 11 ans, mais c'est aussi tes parents, c'est les grands-parents et les grands-grands-parents. Arrière-grands-parents. Oui. Donc c'est pour tout. Eh bien, merci à vous. Ce film pour tous, c'est tout pour nous. Donc c'était Mats Grorud, et il était traduit par Victor Courgeon à la traduction. Merci beaucoup à vous. Alors Nicolas, est-ce qu'on a encore des musiques en stock? Mais bien sûr, choisi et sélectionné par Clémence, La Lettre partie 2. Issue de quel film d'ailleurs? Tu t'en rappelles plus? Mango, issue de Mango.
Vous écoutez toujours la Pessac Jam Radio au Festival des Toiles Filantes qui a pour sa 15e édition comme thème le sport. Sport qui fait l'objet d'un film dont Phébus nous a préparé une chronique, Karate Kid. Et oui, alors The Karate Kid, c'est un film de 1984 réalisé par John Gilbert Avildsen. Alors attends, je te coupe Phébus parce que si tu veux, on a interviewé avec Clémence des petits-enfants qui sortaient de la projection en même temps que toi et qui proposent un résumé du film. Tu me diras si tu es d'accord avec eux, ok ? Allez, on voit ça. L'histoire d'un enfant qui est plus âgé que moi en tout cas, qui a des problèmes et qui demande à quelqu'un de lui enseigner le karaté. Un groupe de gens n'arrête pas de l'attaquer à peu près tous les 2 jours. Ça parle d'un enfant qui se fait tabasser par d'autres qui ne sont pas super gentils et il essaie d'apprendre du karaté pour se défendre. Il est inscrit à un championnat et il gagne la coupe et voilà. Ouais, alors écoutez, c'est un résumé succinct, mais ma foi, fort juste. J'en ai fait un peu plus fourni. Daniel, c'est un adolescent capricieux qui emménage en Californie avec sa mère. Tout aurait pu se passer pour le mieux s'il n'y avait pas eu la bande à Johnny. Johnny, c'est l'ex d'Annie avec un I, celle avec qui Daniel avec un L s'entend vraiment pas mal. Non, c'est comme ça qu'il se présente dans le film, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Johnny, donc, va défoncer le héros, parce que, même si Annie et lui, c'est de l'histoire ancienne, on ne la touche pas. C'est là que Daniel va commencer à apprendre le karaté auprès de l'agent de maintenance de son hôtel, dans l'espoir d'une vengeance. Ali avec un IMDR, c'est rigolo, c'est une fille qui est montrée comme attirée par les biens matériels. Bah oui, c'est normal, l'amour avec un mec de classe moyenne, quand t'es de la bourgeoisie, ça coince. Mais elle a vraiment un cœur en or. Le nombre de fois où Daniel a été ridicule, elle le réconfortait et le soutenait toujours. Force à toi, Ali, le monde manque de belles personnes comme toi. Le sensei. Un agent d'entretien qui préfère choper une mouche avec des baguettes plutôt que de faire son taf. Qui te sort un « tu frappes comme une fille » sans trop de raison et qui pousse un gamin dans l'eau pour finalement être mort de rire. On appelle ça un petit chenapan. Mais ça passe, il est vieux, asiatique et arrive à enseigner le karaté en 2 mois à quelqu'un qui n'en a jamais fait. Passons à mon avis. Premièrement, j'ai pas été surpris de tout le film. Comment, allez-vous vous dire ? Comment se fait-il que tu connaisses l'histoire sans vous avoir vu le film ? J'avais déjà vu la version réalisée par Harald Zaut, et c'est la même histoire, ils l'ont à peine revisité. Mais, mettons ça de côté. Regardons le film avec l'œil de quelqu'un qui découvre l'univers Karate Kid pour la première fois. C'est un bon film. Malgré le héros capricieux, on arrive à s'y attacher. Le personnage du sensei m'a intéressé, j'ai cru au film. Bon, il date de 2010, alors le vocabulaire est chelou, notamment quand le méchant du film dit « t'es vachement fortiche ». Ça fait perdre toute crédibilité au personnage. Bon, on passe. Niveau visuel, c'est beau et propre. Il y a des plans sur l'eau, des jeux de couleurs qui contrastent et s'accordent bien ensemble, propre. Au niveau de l'ambiance sonore et des musiques, c'est aussi bien. Dédicace à Bill Conti, qui était chargé de la musique et qui a bien compris que c'était un film important. Il n'a pas chômé. Dans une scène de moto au début du film, une musique s'installe avec des sonorités qui rappellent Déjà Vu, le tube de l'animé initial dit. Un hommage au Karate Kid ou simple coïncidence. En tout cas, dans ce film, les musiques nous plongent dans son action, dans son univers. J'ai eu une expérience d'autant plus immersive due à l'absence de public. Séance matinale, flemme générale, crasse matinée, tout ça fait que nous n'étions qu'une dizaine. Et pas de gosse pleurnichard pour nous déranger. Bref, si certains en doutaient encore, je trouve que c'est un bon film. Bravo. Moi j'applaudis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, cher Hugo ? Je propose qu'on écoute Fahima El Yousfi direct. Et sa copine Tissem. Ouais. Direct. Alors, elle, en fait, elle intervient, si je me souviens bien, c'est dans le foot féminin. Ouais. On l'a rencontrée hier, on va pas vous mentir. Hein, je voulais vous mentir, mais en fait, non. Et pourquoi ? Parce que, en fait, le thème, c'est Vive le sport. Et du coup, foot féminin, c'est assez. Elle est coach foot féminin, c'est ça ? On dirait un enfant qui est pris en train de faire une bêtise et qui se justifie. Au SPIC de Pessac, si jamais vous connaissez. Ok. Fahima El Yousfi et de Tissem.
qui sont respectivement coach du SPUC Foot à Pessac et participantes du club. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment c'est dans un club de foot féminin ? C'est très vivant, à part un monde féminin, c'est complètement différent du monde masculin, parce que d'une part, les attentes ne sont pas les mêmes, venant d'un public féminin que celui masculin, et c'est génial. Pourquoi c'est pas les mêmes attentes et les mêmes objectifs dans les clubs féminins et masculins ? Je pense que les femmes recherchent des choses autres que les hommes. Par exemple, une femme va venir s'inscrire dans un club de foot pour avoir un nouveau groupe d'appartenance, pour avoir des nouvelles copines, un nouveau groupe, prendre du plaisir, prendre du temps pour elle. Plutôt que les hommes, ça va être plus... parce que le foot, c'est un sport populaire, donc ça va être d'autres objectifs et d'autres envies. Alors, que ce soit pour des femmes ou pour des hommes, le sport est souvent mis en avant. Mais on a remarqué que les protagonistes dans les films en rapport avec le sport étaient souvent masculins. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Je pense que la place aux femmes, elle se fait doucement, mais sûrement. Et c'est vrai qu'avant, on avait beaucoup l'image de l'homme qui fait du sport et la femme avait une autre place. Et maintenant, petit à petit, la femme essaie de prendre sa place. Moi, qui suis dans le football, une femme qui fait du foot, ça choque encore un petit peu aujourd'hui. Beaucoup plus avant, c'était limite pas possible qu'une femme fasse du foot. Et donc maintenant, on essaye de casser ces codes et faire en sorte que la femme y trouve également sa place. Et du coup, est-ce que vous êtes contente de la médiatisation de plus en plus croissante envers les femmes qui font du foot et des sports en général ? Clairement, je suis hyper contente parce que quand j'ai commencé, c'était vraiment que les hommes qui étaient médiatisés. On n'avait aucune femme qui était mise en valeur dans le monde du foot. Et maintenant, grâce à la Coupe du Monde, cette année avec les femmes, avec la nouvelle Ballon d'Or de cette année 2018, tout ça, ça nous fait énormément de pub pour les femmes, énormément du bien pour le football. Et le fait que les femmes aient leur place dans le football féminin, c'est génial. Je suis hyper contente. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement du fait qu'il y ait moins de médiatisation du foot féminin, c'est ça aussi qui est des valeurs un peu entre guillemets plus pures et plus vraiment dans les valeurs du sport, du fait qu'il y ait moins de médiatisation des femmes et de ce sport-là ? Oui. Je pense qu'encore le fait que ça soit pas énormément médiatisé encore, justement ça laisse justement aux femmes le temps de prendre leur marque, le temps d'avoir leur place dans ce monde-là. Le fait que les hommes soient énormément médiatisés, ça enlève beaucoup de la valeur et ça devient un genre de business. Le fait qu'ils soient énormément mis en valeur comme ça, que ce soit un peu un sport devenu un sport spectacle et de limite de scandale, parce qu'on va chercher à avoir la moindre petite erreur d'un joueur de foot pour en faire un article de pub. Alors que chez les femmes, c'est différent. Ça va être plus mettre en avant ce qu'elles font de bien au niveau du football, pour le moment. Et en tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça. Tu es coach d'un groupe de foot féminin, d'un club, pardon. Comment tu t'es retrouvée à cette place ? Est-ce que tu as la possibilité de coacher des groupes masculins, par exemple ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, j'étais adolescente. J'ai commencé par étant joueuse. Et déjà de là, ça a été compliqué pour moi de trouver une place en tant que fille dans un club. Il n'y en avait pas du tout à l'époque où j'ai commencé. Puis j'ai commencé à faire joueuse et puis j'ai voulu intégrer un club en tant que bénévole au début. J'ai apporté de l'aide sur l'école de foot, sur différentes équipes. Et puis au fil du temps, j'ai voulu me professionnaliser dans ça, donc en faire mon métier. Donc j'ai décidé de passer des formations, des diplômes. Donc maintenant j'ai 2 diplômes en tant qu'éducatrice sportive que les clubs de foot eux-mêmes ont pu me financer parce que j'avais un projet solide derrière. Donc c'était le projet du développement du football féminin. Donc le club m'a suivi parce que voilà, j'avais vraiment de l'ambition, j'avais vraiment envie de créer une équipe féminine au sein d'un club qui n'en avait pas du tout, alors que je faisais partie d'un quartier qui avait énormément de filles, énormément de potentiel. Il fallait faire sortir ce potentiel-là du quartier, il fallait les mettre en avant. Donc je me suis accrochée et j'ai accroché à ce projet-là qui me tenait énormément à cœur. Et voilà, ça nous a fait beaucoup de bien. Et donc voilà où est-ce qu'aujourd'hui j'en suis. On a beaucoup parlé de foot et finalement peu de cinéma, mais
Les Étoiles Filantes, c'est un festival de cinéma. Comment est-ce que vous êtes retrouvés ici à nous parler de foot dans ce festival de cinéma, justement? Écoutez, j'ai été invitée par le cinéma Jean Eustache, donc j'ai répondu oui à l'invitation, c'était avec plaisir. Donc on m'a demandé de venir pour parler un petit peu de ce que je fais, de mon parcours et de mes projets. Donc c'est avec un grand plaisir que oui, j'accepte de venir et discuter de ce que j'aime faire. Et voilà. Tu es venu en compagnie de Tissem. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est ton parcours, comment tu t'es retrouvé dans un club et comment ça se passe? Alors moi, c'était il y a 4 ans, j'ai demandé à ma mère de vouloir faire du foot et il y avait très peu de clubs féminines aussi, surtout sur la rive droite, il n'y en avait qu'un seul et du coup c'était celui où il y avait Feima. Et du coup j'y suis allée, j'ai commencé les entraînements, j'ai apprécié, j'ai continué et du coup je suis toujours là. Voilà. Est-ce que ça t'a apporté peut-être de nouveaux groupes d'amis? Oui. Ça m'a apporté des amis, même une famille. Je pourrais dire ça parce qu'il y a eu des hauts, des bas, mais il y a eu surtout des moments extraordinaires. Des délires que personne ne pourrait avoir à part nous, quoi. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup de choses. On a beaucoup parlé des problèmes de comportement, notamment dans le milieu du foot amateur. Que ce soit au niveau de l'arbitrage, que ce soit au niveau surtout du public qui est autour des matchs et qui encourage quelquefois même les enfants de manière un petit peu pas très sportive. Vous ressentez un peu ces mêmes tensions dans le foot féminin, ou vous êtes un peu en dehors de cette mauvaise ambiance entre guillemets? Alors cette ambiance elle est propre à tout le monde. Après ce sera différemment je pense du public féminin et du public masculin. Mais il va y avoir les mêmes ambiances. C'est vraiment, ça change pas, ça reste le même sport. C'est pas parce qu'on est des femmes que ça doit être différent. Non, on a le public qui vient, qui encourage. Des fois, l'arbitrage est mauvais. Enfin, ça reste vraiment comme le football masculin. Et donc, c'est pour ça qu'on aime. On aime parce qu'il y a les bons côtés comme les mauvais côtés. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Et nous, on prend. En tant que coach, moi, je dois essayer de calmer mes joueuses, faire en sorte qu'elles restent concentrées dans leur match, de respecter l'autre. On passe surtout par les valeurs. Donc, que ce soit la solidarité et le respect de l'autre. Donc, le respect déjà entre nous, les joueuses, et le respect de l'arbitre, le respect de l'équipe adverse, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de supporters qui rentrent sur le terrain. On les laisse derrière la barrière. on les laisse derrière la barrière, c'est une barrière de sécurité. Comme ça, au moins, les supporters restent derrière. On a appelé ça. Est-ce que vous partez peut-être vers des compétitions, vers des choses régionales peut-être? Pour le moment, nous, donc là, je viens de commencer la création de l'équipe féminine au SPUC. Donc, on commence, on repart à 0. Donc là, on est niveau district, donc ça veut dire qu'on va se déplacer dans tout ce qui est niveau de la Gironde. Et on espère, pour les prochaines années, oui, se déplacer au niveau régional. Donc, monter en niveau et pourquoi pas, voilà, aller jusqu'au bout de nos objectifs. Je reviens sur le Ballon d'Or avec, je pense que vous voyez très bien la réflexion hyper sexiste qui a été donnée à du coup la joueuse que je ne me rappelle pas du tout son prénom. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce genre de réflexion J'ai regardé ça en direct, j'ai été choquée. C'est bien le terme parce que je me suis dit ça veut dire quoi? C'est une femme, donc forcément elle doit twerker, elle doit danser. Non, ça reste un être humain et elle méritait le respect. Là, je pense qu'il a clairement humilié devant tout le monde. Et il a non seulement pas humilié que elle, il a humilié les femmes. Ça reste les femmes, le foot. Enfin, en général, c'est les femmes. La femme en elle-même. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai pas compris. Je suis choquée. Voilà, j'ai même pas les mots. Merci d'être venu. Ça, c'était de la conclusion, Clémence. Ah oui. On touche déjà à la fin de cette émission. Pour conclure, je vais demander à notre table, ou plutôt aux membres de cette table, de leur avis sur cette 15e édition d'Étoiles Filantes. Alors, par rapport à la première, et la 3e et la 7e, je pense que celle-là est entre la 8e et la 12e. Non, je rigole, c'est la première fois que je participe aux Étoiles Filantes. Je trouve ça cool en fait, mais je trouve ça dommage que finalement j'ai l'impression de croiser plus d'adultes que d'enfants, que d'ados, et je trouve que c'est presque... Moi j'ai vu quelques troupeaux de maternelle.
des petits gangs des petits gangs, mais ceux-là ce sont ceux qui sont contraints et forcés par les centres de loisirs d'aller c'est vrai que tous les groupes qu'on a croisés c'était des groupes de scolaires, non pas de scolaires, qu'est-ce que c'est, les trucs des vacances, enfin les centres aérés, tout ça. Ouais, il y avait, mais il y a 2 mois dès que je me promène, je vois des groupes comme ça. Hein. Ouais, et c'est dommage parce que bon, ça reste hyper intéressant là, les interviews qu'on a faites. Bon, ça nous permet de réviser notre anglais, c'est pas mal aussi. Mais encore faut-il que les parents soient en vacances pour amener les enfants, c'est compliqué. Oui. Mais bon, c'est un bon festival, je trouve. Et la thématique du sport, ça se marie bien avec le cinéma en fait. Ouais. Et je trouve que c'est cool parce qu'on est mardi, le festival vient juste de débuter. Et pourtant j'ai l'impression d'avoir vu plein de choses et qu'il y a encore beaucoup plus tout le long de la semaine. C'est super étalé et il y a plein de choses. Hugo ? Oh bah moi je rejoins un peu ce que vous avez dit, hein, je sais pas. Trop facile. Ouais. Trop facile. Phébus. Bah moi je rejoins un peu. Non mais ça continue, c'est pas mal. Enfin, je sais pas si je vais. Bah non, je pourrais pas venir voir les trucs, mais n'hésitez pas à venir parce que c'est quand même sympathique. Et puis ouais, l'ambiance est pas mal. Les musiciens. Ils sont fortiches, ils sont vachement fortiches. Comme dirait le méchant dans Karate Kid. Pour un festival jeune public, je me serais attendu à des interviews avec moins de consistance et j'ai été super surprise par toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. D'accord. Ouais, les intervenants ils sont vachement cool. C'était des interviews avec consistance. Ouais. Ok. Sans méchanceté, ok. Et c'est ça aussi qui est bien dans ce festival, c'est qu'il y a eu les projections, il y a eu les rencontres avec les réalisateurs, avec aussi des intervenants sportifs, des intervenants sur la méditation. Donc il y a vraiment pléthore d'animations autour du sport et du festival. Ouais, et c'est vrai, souvent des animations qu'on peut retrouver toute l'année à Pessac aussi. Donc n'hésitez pas à réécouter le podcast qu'on mettra sur la page YouTube de Pessac Jam Radio. Et puis n'hésitez pas à venir au festival Toile Filante. Allez, le mot de la fin, l'animateur. Eh bien, c'était à Pessac Jam Radio pour le festival des Toiles Filantes axé sur le sport pour sa 15e édition. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci.